messieurs, bonjour. Bienvenue au grand entretien d'Instafrique. Nous sommes à Marrakech, à la conférence ministérielle de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui fête ses 20 ans. C'est la ville ocre, Marrakech, qui avait vu naître cette organisation. 20 ans après, les ministres africains se retrouvent ici pour discuter de tout ce qui a été fait et des défis et perspectives de l'OMC vis-à-vis de l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le ministre sénégalais, M. Alioune Sarr, ministre du Commerce, qui a eu l'aimabilité de nous accueillir malgré son planning chargé. Et donc, M. Sarr, bonjour. Bonjour. Donc, M. Sarr, notre première question, c'est de savoir, depuis l'adhésion du Sénégal à l'Organisation mondiale du commerce, quelles ont été les avancées, notamment en matière de politique tarifaire et aussi d'échanges internationaux. Oui, donc ce qu'il faut rappeler, c'est que le Sénégal est membre de l'OMC depuis le 1er janvier 1995. Donc le Sénégal est membre fondateur de l'OMC. Il faut rappeler aussi que le Sénégal est membre du GATT depuis le 27 septembre 1963. Donc le Sénégal est on va dire, un vieux membre des organisations du commerce mondial. Mais il faut quand même rappeler pourquoi nous sommes arrivés à l'OMC. Il faut rappeler que dans les années 20, dans les années 30, les États, à l'époque, certains États avaient mis en place des mesures de protection extrêmes qui ont poussé à la réplique d'autres États. Et ça a créé une crise sans précédent. Et il n'y avait pas d'espace justement d'échange, de traitement de ces différends. Et ça nous a amené, comme vous le savez, à la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, les pays justement sont retrouvés pour travailler, on va dire, sur deux éléments essentiels. Le premier, c'était sur l'accord sur le charbon et la sidérurgie, qui a créé, comme vous le savez, aujourd'hui l'Union européenne. Et le second, c'est l'accord du GATT, et qui aujourd'hui a donné naissance à l'OMC, comme vous le savez, depuis 20 ans, ici à Marrakech. Cela veut dire simplement que, tout d'abord, l'OMC a favorisé la paix, on va dire la paix entre les nations. Autrement dit, quand un petit pays a un différend commercial avec un grand pays, ce n'est pas par les armes que ça se règle, mais ça se règle par la discussion, par la concertation, pour arriver à un accord. L'OMC aussi a été très, très utile dans l'abaissement des coûts des facteurs de production pour les entreprises. Parce qu'en supprimant les obstacles tarifaires et non tarifaires du commerce, ça permet justement à ce que vous, industriels, si vous voulez acheter un intrant, comme un boulon, comme un composant, comme une plaquette pour fabriquer une batterie, les obstacles tarifaires étant abaissés, donc vous pouvez donc l'importer à un coût beaucoup plus intéressant, ce qui fait donc vos coûts de production en termes d'entreprise vont être abaissés. L'OMC a aussi favorisé pour les consommateurs la baisse des prix des produits finis par les mêmes mécanismes que j'ai dit. Mais surtout, ça a favorisé, on va dire, l'OMC, l'efficacité du système économique. Parce que vous savez, quand vous prenez aujourd'hui, si vous, entrepreneurs, vous devez faire un appel d'offres international, imaginez qu'on devait avoir des taxes douanières en fonction de l'origine de chaque produit. Vous voulez acheter une voiture. Admettons que si vous consultez 5 pays, vous allez avoir des taxes douanières en fonction des pays. Si on avait cela, donc, au niveau de l'OMC, que tout ça soit harmonisé avec des mesures contraignantes pour chaque pays, pour pouvoir justement mettre dans des normes connues d'avance, prévues d'avance, cela permet justement de savoir que le système économique est beaucoup plus efficace, beaucoup plus prévisible. Mais l'OMC aussi a favorisé la transparence dans les échanges internationaux. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec tout ce qu'on appelle les mesures de facilitation des échanges, ça oblige justement les pays à pouvoir mettre en ligne les conditions de politique tarifaire, les prix, simplifier les formalités administratives et douanières. Donc tout cela concourt justement à la concurrence. Et vous savez, sans transparence, vous ne pouvez pas avoir une économie forte. Mais ça concourt en dernier lieu, je pense qu'il faut vraiment le rappeler, à tout ce qu'on va appeler comme bonne gouvernance sur le plan économique. Parce qu'avant, des pays pouvaient se lever un bon matin et créer une mesure tarifaire ou non tarifaire sur un produit quelconque. Et cet argent-là n'entrait pas nécessairement dans les caisses du trésor. Il peut être l'objet de lobbies ou de groupes de pression qui mettaient la pression sur le gouvernement pour l'obliger justement de prendre telle ou telle mesure de protection. Or, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, cela veut dire que les gouvernements aujourd'hui sont mis à l'abri de ces pressions qui pouvaient sortir de n'importe où et qui nécessairement correspondent pas à l'intérêt général. Donc, tout cela fait aujourd'hui que sur le plan, on va dire, global et sur le plan des principes qui sont aujourd'hui, qui régentent l'OMC, le principe de transparence, principe de non-discrimination, principe de
des simplifications des procédures douanières. Tout cela est une très très bonne chose. Maintenant, pour le Sénégal, la question que vous posez pour le Sénégal, elle est très simple. Prenez, je vous donne deux exemples. Prenez aujourd'hui l'administration douanière sénégalaise. Elle a fait des efforts extrêmement importants dans la numérisation, dans l'informatisation, qui fait qu'aujourd'hui, un produit douanier peut être déclaré dans un délai extrêmement court, en quelques heures. Donc, c'est le régime Gandhi au Sénégal, c'est aujourd'hui la plateforme web qui permet justement cette simplification excessive, massive, qui fait d'ailleurs que la solution douanière du Sénégal aujourd'hui est exportée à travers le monde. Donc, la douane sénégalaise aujourd'hui a fait des efforts extrêmement importants. Mais prenez également un secteur qui a été libéralisé suite aux accords de l'OMC, c'est le secteur télécommunications. Aujourd'hui, le Sénégal est leader sous-régional dans les télécommunications. Une seule entreprise, pour ne pas le citer, la Sonatel, fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ces entreprises ont fait plus de 18% de croissance pendant pratiquement 20 ans. Donc c'est un secteur qui a profité. Aujourd'hui, tous les Sénégalais, 70% des Sénégalais ont un téléphone portable. Et ce que ça génère également derrière, c'est que vous avez des entreprises comme la vôtre dans le domaine des contenus web qui aujourd'hui développent des applications sur les téléphones mobiles. Donc si on n'avait pas cette libéralisation qui permettait justement à ce que le téléphone mobile soit accessible à tous les Sénégalais, naturellement ces solutions ne pouvaient pas être disponibles. Donc non seulement ça permet de connecter l'essentiel des Sénégalais, aujourd'hui chaque Sénégalais a aujourd'hui un téléphone mobile, aujourd'hui maintenant avec les Galaxy, les solutions, enfin les écrans plats. Donc tout cela permet aujourd'hui à ce qu'une nouvelle économie soit créée à travers ça. Je peux citer également d'autres secteurs qui ont été également libéralisés à cela. Évidemment, l'OMC aussi, ce sont des défis. Parce que tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait. Sinon, il n'y aurait plus de négociations. Il y a des défis. Il y a des défis dans le secteur comme l'agriculture. Aujourd'hui, où nous avons encore beaucoup de difficultés. C'est notamment tout ce qu'on appelle le soutien interne aux produits agricoles des pays avancés, notamment les États-Unis et l'Europe. Aujourd'hui, quand vous êtes éleveur de poulet au Sénégal, de volaille au Sénégal, vous êtes confronté à la volaille américaine qui a bénéficié d'une subvention massive des pouvoirs américains. Or, l'éleveur de volaille au Sénégal n'a pas bénéficié de subventions. Donc, il y a une distorsion dans la concurrence. Cette question n'est pas réglée parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, les subventions agricoles ne sont pas encore supprimées. Nous savons que ce sont des sujets difficiles sur lesquels naturellement nous sommes en train de discuter depuis d'ailleurs Doha. On en a parlé à Bali, on va en parler encore à Nairobi et nous espérons que naturellement ça nous permettra d'avancer. Donc sur l'agriculture, c'est le soutien à l'exportation, c'est l'accès au marché aussi de nos produits industriels. Souvent, il y a des mesures tarifaires, non tarifaires qui sont édictées par les pays européens et je crois que c'est faciliter l'accès des produits agricoles et industriels donc dans le marché européen. Et je crois que tout cela fait partie de quelque chose de très important. C'est aussi le commerce des services qui aujourd'hui a besoin quand même d'être renforcé. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour une entreprise de services de vendre sur les marchés européens ou marchés américains à travers des normes extrêmement contraignantes. Donc la règle d'origine, nous sommes en train également de discuter pour l'allègement de règles d'origine sur les produits agricoles, sur les produits également industriels et des services. Donc c'est toutes ces questions-là aujourd'hui qui sont en suspens et nous pensons que nous allons trouver un accord équilibré qui nous permet justement d'avancer. Il faut de la souplesse aussi bien de la part des pays africains mais aussi de la part aussi des pays européens pour comprendre que tout le monde a intérêt à ce qu'un système multilatéral puisse fonctionner parce que sans cela, naturellement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la guerre entre les pays et je pense que personne ne le souhaite parce qu'une guerre n'apporte aucun intérêt sur le plan économique. Monsieur le ministre, est-ce que, en résumé, le Sénégal profite bien du fait de son adhésion à l'OMC? Juste un résumé. Oui, je l'ai dit tout à fait. Parce que d'abord, le Sénégal bénéficie du système multilatéral parce que d'abord, il n'a pas le choix. D'abord, déjà, ça, il faut le savoir. Quand vous n'avez pas le choix dans quelque chose qui s'impose à vous, il faut l'exploiter à fond. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, vous prenez aujourd'hui tous les produits aujourd'hui qui sont libéralisés au Sénégal. J'ai parlé de télécommunications, mais je peux aussi parler des automobiles. J'ai parlé également de l'habillement, donc l'ensemble des services aujourd'hui qui sont aujourd'hui soumis à cela. Naturellement, le Sénégal en bénéficie. Maintenant, il faut exploiter tout le potentiel qui nous est offert par l'OMC et je crois que c'est tout l'enjeu justement de nos programmes économiques. C'est notamment ce que nous avons dans le plan Sénégal émergent, qui consacre justement le développement des petites et moyennes entreprises, qui consacre de nouveaux moteurs de croissance, notamment l'agriculture, le tourisme, l'habitat, les services de santé, l'éducation, les services aux entreprises. Donc nous avons l'énergie, les infrastructures, donc tous ces services-là naturellement seront développés dans le plan Sénégal émergent pour capter justement toutes les opportunités qui sont offertes par la mondialisation. Sur la mondialisation, comme je le dis toujours, il y a des opportunités mais aussi des défis. Les défis, c'est la concurrence des produits venant d'ailleurs parce que le marché est ouvert. La seule façon de faire, c'est naturellement travailler sur la compétitivité, faire en sorte que les facteurs de production soient les plus bas possibles. Et nous y travaillons justement dans les facteurs comme l'énergie, dans le capital humain, et je crois que c'est tout cela qui fera que nous puissions tirer davantage notre épingle du jeu dans ce système, et je rappelle, qui s'impose à nous. Et naturellement, nous n'avons que d'autre choix que d'y aller en bloc
comme nous le faisons au niveau de la CEDEAO, mais également d'y aller en améliorant nos facteurs de production. Monsieur le ministre, hier, avec vos homologues d'Afrique, vous avez eu une rencontre, une réunion restreinte avec le directeur général de l'OMC. Donc, quelles ont été les grandes lignes qui ont été tirées lors de cette rencontre et quelles sont les retombées pour le Sénégal que vous représentez? Oui, nous avons tenu hier une réunion informelle entre le directeur général de l'OMC et certains ministres du commerce africains. C'était d'abord pour écouter le directeur général de l'OMC sur l'état d'avancement des négociations dont j'ai parlé tout à l'heure. Sur les questions agricoles, sur la question du coton. Vous savez, c'est une question qui préoccupe parce qu'il y a le C4, il y a 4 pays, donc grands producteurs de coton, et le coton aujourd'hui est un sujet majeur. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, le producteur de coton du Burkina Faso, du Bénin ou du Tchad, mais il est concurrencé par son concurrent américain qui a des subventions massives. Et voilà. Et le producteur africain a du mal à accéder non seulement au marché, également, quand il accède au marché, c'est avec des prix qui sont pratiquement imbattables. C'est également sur les questions d'accès au marché. Alors nous avons aussi parlé, bien entendu, de l'accord de facilitation des échanges, qui est un accord qui arrange tout le monde. Je crois que tout le monde s'est accordé là-dessus. Parce que la facilitation des échanges, c'est ce qui permet justement à ce que les pays africains puissent importer à des coûts moindres. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous importez des intrants industriels, quand les tracasseries douanières sont abaissées, quand les coûts de traitement sont abaissés, ça permet à l'entreprise de gagner. Si vous devez exporter un produit vers le Mali, si la douane entre le Sénégal et le Mali met très peu de temps pour traiter votre camion, ça vous fait également du business supplémentaire. Donc c'est un accord qui est aujourd'hui mature et sur lequel je crois que tout le monde est d'accord pour sa mise en œuvre. Donc ces questions-là, nous avons besoin d'entendre le directeur général de l'OMC qui supervise l'ensemble des négociations avec différents groupes, notamment le groupe africain, puisque les Africains ne constituent que le quart des membres de l'OMC. Sur les 160 membres, le quart est africain. Alors, donc c'était de l'écouter sur ça. Parce que vous savez que le 10e sommet, la 10e conférence ministérielle de l'OMC va se tenir en Afrique, notamment à Nairobi, au mois de décembre prochain. Et donc, il est important qu'au niveau africain, que nous puissions justement aller avec le maximum d'avantages à tirer, si on peut dire ainsi. Et donc, il était important justement que nous puissions harmoniser, mais surtout voir comment y aller et on va dire que sur quel angle aborder la négociation. Parce que quand même, ça va être la première fois après Marrakech que l'OMC tienne sa conférence ministérielle ici, en Afrique. Et je pense que ce ne serait pas une bonne chose que cette conférence soit caractérisée par un échec tonitruant. Ce serait vraiment un échec pour tous les Africains. C'est la raison pour laquelle je crois que l'idée c'était de partager vraiment un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est qu'il faut que nous y allions avec beaucoup de souplesse, mais aussi en défendant crânement les intérêts de l'Afrique. Parce que aussi un accord multilatéral ne peut pas se faire aussi dans une relation entre le cavalier et le cheval. Donc je pense qu'il faut vraiment que chacun y va en défendant les intérêts de sa zone, mais aussi en étant souple, en étant aussi réaliste. Parce que nous savons qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont peut-être difficiles à enlever tout de suite, mais il faut qu'on soit dans des dispositions de ne pas aussi pénaliser les Africains. Et je crois que c'est tout cela dont on parlera quand on sera à Nairobi. Je dois rappeler, il y a d'autres rencontres informelles qui se font pour préparer ces rencontres au niveau de l'OMC, mais tout ça entre parfaitement dans l'état d'esprit de ces concertations incessantes. Puisque comme j'ai dit, à la place de la guerre, maintenant c'est la concertation pour régler les différends commerciaux. Parce que s'il n'y avait pas l'OMC, malheureusement, ces différends commerciaux qui sont essentiellement entre l'Afrique ou bien l'Inde et les États-Unis, mais se traiteraient ailleurs que dans la discussion. Et je pense que c'est la meilleure façon de traiter. Et je dois juste conclure en disant que, vous savez, l'histoire a montré qu'on ne se bat pas contre ses clients. Quand vous vendez à quelqu'un, moi quand je vends des produits ou quand vous achetez des produits chez moi, je n'ai aucun intérêt à ce que vous ne soyez pas en paix. Donc, tant qu'il y a du commerce entre les pays, tant que les gens tirent leur épingle du jeu, naturellement, il n'y a pas nécessité de faire la guerre. Et donc, c'est vraiment très, très utile de discuter. Ce n'est pas facile parce que ce sont des intérêts divergents. Mais je pense que l'intérêt, ça sera d'arriver à un consensus. Monsieur le ministre, tantôt vous avez parlé du plan Sénégal émergent et nous savons que l'industrialisation booste notamment le commerce international. Quels sont les points phares de ce plan pour pouvoir donner de l'aile notamment à l'exportation sénégalaise des divers produits? Le plan Sénégal émergent s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est d'abord la transformation structurelle de l'économie et la croissance, à travers le renforcement et le développement de nos moteurs de croissance, que sont l'agriculture au sens large. Quand on dit agriculture, c'est l'élevage, c'est la pêche, c'est la pisciculture, etc. Et dans l'agriculture, développer surtout ce qu'on appelle l'agriculture d'exportation.
c'est-à-dire tout ce qui attire des investissements et permet justement de générer des devises. Deuxième pilier, c'est l'habitat. Vous savez que le Sénégal a un besoin de plus de dizaines de milliers de logements pour la jeunesse, pour les jeunes couples et naturellement le logement. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu un chantier de 40 000 logements dans le pôle urbain de Diamniadio. C'est le tourisme, le secteur touristique. Nous sommes en train de construire le nouvel aéroport de Diass qui permettra donc de faire venir 3 millions de passagers au Sénégal. Et également, nous sommes en train d'aménager aussi de vastes chantiers dans le secteur touristique. Sur le tourisme, je reviens tout à l'heure parce que nous avons pris des mesures, le chef de l'État, le président Macky Sall, a pris des mesures extrêmement importantes sur le tourisme. Mais c'est également sur tout ce qui est service, on va dire, de santé. Faire du Sénégal un hub justement de santé pour que la sous-région puisse être notre cible en termes d'attrait des services de santé. Mais c'est également tout ce qui tourne autour des infrastructures, on va dire, du transport aérien. Faire du Sénégal donc le premier hub aérien de la sous-région, le plus grand aéroport, donc naturellement avec un attrait des grandes compagnies. Et ça aussi, c'est une transformation forte de l'économie. Donc, il y a tout un ensemble de services autour de ce premier pilier qui est la transformation structurelle de l'économie à travers le développement de ces activités pour non seulement assurer les besoins intérieurs, mais aussi développer les marchés d'exportation. Le deuxième pilier du plan Sénégal émergent, c'est, on va dire, le développement durable. Le développement durable, mais également tout ce qui tourne autour du citoyen, le capital humain. Alors, construire un capital humain performant, parce que vous ne pouvez pas développer un pays si vous n'avez pas un capital humain de très grande qualité. Cela veut dire simplement que l'offre de formation dans les universités et dans les écoles doit être adaptée aussi à la réalité économique et aux besoins changeants du monde. Donc, le capital humain, les services autour de l'humain, le développement durable, c'est le deuxième pilier essentiel. Le troisième pilier essentiel du plan Sénégal émergent, c'est tout ce qui tourne autour de la gouvernance. C'est la réforme de l'État, c'est la promotion de la culture démocratique. C'est également les questions de sécurité, parce que nous sommes dans un monde de plus en plus incertain avec le terrorisme. Donc nous avons besoin justement de développer des services de sécurité assez performants pour non seulement la stabilité du Sénégal, mais aussi la stabilité de la sous-région. Donc ce sont les trois piliers du plan Sénégal émergent, à travers lesquels naturellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez donc des filières qui sont ciblées pour le développement des exportations. C'est tout ce qui est filière agroalimentaire, pour inverser la balance commerciale. Vous savez que le Sénégal importe 900 000 tonnes de riz chaque année. C'est 16% du déficit de sa balance commerciale. Et donc, on a un programme très très vaste donc, du président Macky Sall d'autosuffisance du Sénégal en riz. Et ce programme d'autosuffisance du Sénégal en riz ferait donc, justement, au lieu de mettre 200 milliards sur le marché international, c'est 200 milliards justement qui seront injectés dans l'économie nationale. C'est également des points de croissance, moins 2 points de croissance. C'est aussi développer toute l'expertise du Sénégal dans les services apportés aux entreprises. Parce que vous savez qu'il y a des prestataires sénégalaises qui sont très très performants dans justement l'accompagnement des entreprises. C'est également tout ce qui est service touristique. Le Sénégal est un pays de tourisme par nature, mais ces dernières années, nous avons constaté une très très forte baisse. Si vous prenez ce qui se passe ici au Maroc, naturellement, c'est un secteur dans lequel le Sénégal aussi a des avantages à jouer. Mais c'est tout ce qui tourne du service, les télécommunications, où le Sénégal est leader dans la sous-région. Naturellement, nous avons commencé déjà à développer des exportations dans ce secteur, mais je pense qu'il faut le renforcer. Et l'arrivée de la 4G va être aussi un levier. Nous sommes en train de lancer un appel d'offres international pour un 4e opérateur pour que justement le pays puisse bénéficier le maximum de ces services-là. Parce que vous savez, le paradoxe que nous avons au Sénégal, nous avons une croissance qui est portée par les services généralement, les services télécoms, les services bancaires. Et nous avons un pays à 52% rural. Donc il fallait donc créer de nouveaux moteurs de croissance pour justement qu'elle soit une croissance inclusive, qui rassemble tout le monde. Et je crois que c'est tout l'enjeu du plan Sénégal émergent. Créer de nouveaux moteurs de croissance à côté des services qui seront donc renforcés, mais également créer de nouveaux. Et c'est pourquoi dans l'agriculture, nous avons aujourd'hui, à côté du programme d'autosuffisance en riz, les domaines agricoles communautaires qui permettent justement à ce qu'une région soit développée un certain nombre de filières. C'est la filière de l'oignon, c'est la filière de la tomate, c'est la filière du maïs. Voilà, donc tous ces éléments-là concourent justement à ce développement économique et social du Sénégal. Justement, Monsieur le ministre, on sait que la balance commerciale entre les importations et les exportations du Sénégal n'est pas bénéfique au Sénégal. Je prends juste le cas du Maroc. En 2013, les exportations marocaines avaient comme clients principaux le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Et donc aujourd'hui, on peut prendre l'exemple de la mangue sénégalaise qui est bien exportée au Maroc. Par contre, quels sont les produits, d'après vous, qui pourront
d'ici 2030, avec la vision du PSE, rééquilibrer cette balance commerciale qui est déficitaire en faveur du Sénégal. Entre le Sénégal et le Maroc, vous avez une balance commerciale, c'est vrai, qui est déficitaire, autour d'une quarantaine de milliards de francs CFA. Cela est dû essentiellement au fait qu'il n'y a pas une suffisante diversification de l'offre sénégalaise sur le marché marocain. Évidemment, la solution, elle est toute simple. C'est d'abord de diversifier l'offre. Aujourd'hui, le Maroc, il arrive que le Maroc importe de la mangue, la transforme et revend le produit transformé au Sénégal. Ce que j'ai dit dans le plan Sénégal émergent, ce sont les petites et moyennes entreprises justement qui travaillent sur la transformation. Au lieu donc d'exporter la mangue, parce que chaque fois que vous exportez une matière première, vous exportez de l'emploi. Parce que quand vous l'exportez, elle est transformée, on vous le rachète, donc vous le rachetez, donc vous exportez de l'emploi. Donc l'idée, c'est de transformer. Au lieu d'exporter simplement la mangue brute, ça va se poursuivre, mais également, c'est transformer le jus de mangue, transformer la pulpe de mangue et l'exporter sur les marchés. C'est là où on gagne de l'argent, ça, on crée de la valeur. Donc dans cette diversification-là, vous prenez le secteur des cuirs et peaux. Aujourd'hui, le Sénégal exporte encore du cuir brut au Maroc. Mais l'idée aujourd'hui dans le plan Sénégal émergent, c'est la transformation des produits de l'artisanat. Ce qui est fait aujourd'hui avec la babouche marocaine ici au Maroc et réexporté au Sénégal peut être construit au Sénégal avec l'artisanat sénégalais. Naturellement, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus acheter la babouche marocaine, mais elle sera simplement mise en compétition avec des entreprises traditionnelles ou artisanales sénégalaises. C'est la même chose également dans le secteur de l'agroalimentaire, voilà, des produits de la mer, les produits halieutiques, où le Sénégal également fait des résultats intéressants. Mais je crois que tout ça, il faut le mettre dans un partenariat global. J'ai dit tout à l'heure à mon homologue ministre du Commerce extérieur du Maroc que le Sénégal et le Maroc doivent plutôt travailler dans la jeune venture pour attaquer ensemble les marchés importants. Puisque ni le marché marocain seul, ni le marché sénégalais seul est suffisamment gros pour pouvoir absorber la capacité de nos entreprises. L'idée donc, puisque nous avons des relations très anciennes sur le plan économique, sur le plan diplomatique, rappelez-vous, en 1964 déjà, il y a une convention qui lie le Sénégal et le Maroc et qui fait qu'une entreprise sénégalaise ici au Maroc a le statut d'entreprise nationale et vice-versa au Sénégal. Et vous avez également l'initiative royale de 2003 qui justement favorise des relations commerciales entre le Sénégal et le Maroc. Et vous avez naturellement toutes les relations entre le Sénégal et le marché américain avec l'AGOA, entre le Sénégal et le marché européen avec les APE, qui sont aussi des opportunités aussi pour les entreprises marocaines. Et c'est également les relations commerciales entre le Maroc et les États-Unis, entre le Maroc et le Maghreb. Et donc je crois que la jeune venture permettra justement de construire des champions suffisamment forts pour pouvoir attaquer ensemble tous ces gros marchés-là. Le marché de la CEDEAO, le marché américain avec l'AGOA, le marché européen. Et c'est cela la réussite. Et je crois qu'aujourd'hui, nous en avons la certitude. Je vous ai dit tout à l'heure que le Maroc est déjà présent dans beaucoup de secteurs au Sénégal, dans la banque, dans la finance, dans la logistique maritime, dans l'électrification rurale. Aujourd'hui, les entreprises marocaines sont en train d'électrifier des villages au Sénégal. Voilà, donc je crois que c'est tout cela qu'il faut mettre en bloc pour faire justement de très grands champions en utilisant la technologie, puisqu'il y a des secteurs dans lesquels le Maroc est en avance sur le Sénégal, et il y a des secteurs dans lesquels le Sénégal peut apporter un plus pour le Maroc. Je crois que c'est en réunissant ces forces-là, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où on ne peut gagner qu'en étant fort, en étant réunis, en étant bloc. Puisque la mondialisation s'impose à nous, puisque nous ne pouvons pas de toute façon l'empêcher, tant qu'à faire, autant être fort. Parce que si nous ne le faisons pas, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des entreprises qui viennent de Chine ou d'ailleurs qui vont venir, mais ravager tout sur leur passage. Donc nous avons besoin vraiment de jeunes ventures. Nous avons besoin donc d'avoir des tailles critiques de nos marchés. Et là, la seule façon de le faire, c'est d'avoir des produits de grande qualité, investir dans les technologies, diversifier notre offre, travailler sur la compétitivité de notre exportation. Et naturellement, ça qui fera que nous pouvons créer de la valeur, créer de la richesse pour le bien-être de nos populations. Parce que c'est ça qui justifie aussi l'existence des régimes démocratiques. Parce que si les populations ne sont pas heureuses, naturellement, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus d'institutions, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus rien du tout. Donc je crois que nous devons travailler vraiment à apporter cette richesse. Et cette richesse ne peut se faire qu'à travers le secteur privé. Ce n'est pas au gouvernement de créer des emplois pour tous les pays, c'est au secteur privé de le faire. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu ici au Maroc avec le secteur privé sénégalais. Et nous prévoyons un grand forum économique sénégalais ici au Maroc avec l'ensemble des entreprises sénégalaises. Et nous allons faire également la même chose dans d'autres pays de la sous-région. Et c'est comme ça que nous allons vraiment avoir la masse critique, la taille critique nous permet justement d'affronter la mondialisation et de tirer les opportunités et non pas de subir seulement les dangers et les méfaits qui existent. Mais il faut en faire avec. Mesdames et messieurs, nous voilà à la fin de ce grand entretien Est-Afrique. Nous remercions Monsieur le ministre pour toute cette largesse dans tout ce qui a été fait, notamment
durant cette rencontre ministérielle ici à Marrakech de l'Organisation mondiale du commerce. Nous vous disons à très bientôt puisque le grand rendez-vous, c'est un rendez-vous périodique avec les personnalités, les chefs d'entreprise, les ministres qui font le dynamisme de la coopération sud-sud. À très bientôt.